Bonjour à toutes et tous, juste un petit mot d'introduction en vue de cette soirée de présentation du 5e numéro de la revue NEC intitulée Numérique et migration. Simplement pour vous dire que les revues NEC, qui s'inscrivent naturellement dans la dynamique de numérique en commun, sont le fruit d'un partenariat entre l'association Vive Voix et le programme Société numérique de la NCT. Elles sont gratuites et en libre accès sur les sites internet de numérique en commun et des bases du numérique d'intérêt général. Ces revues, elles visent en fait à questionner l'ensemble des manières de voir et de penser le numérique d'intérêt général, ses effets et ses opportunités. En bref, elles constituent une véritable démarche de documentation et de réflexion portant sur les enjeux posés par la présence croissante du numérique dans notre société. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et une bonne lecture des revues NEC. À bientôt. Bonjour et bienvenue à la Fabulerie. Alors je ne peux pas vous accueillir ce soir, mais je tenais à vous transmettre un message. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de pouvoir accueillir cet événement de lancement. La Fabulerie, c'est une association qui s'inscrit dans le champ de l'éducation populaire depuis 2010 et qui a pour trait principal la question des imaginaires. Nous avons deux lieux, un en plein centre-ville de Marseille dans lequel vous êtes, et un autre lieu qui est plutôt une fabrique au sud de Lozère, d'où je vous parle d'ailleurs. Et la question de la reliance des territoires est pour nous très importante, la question de la reliance ville-nature, mais aussi le lien qu'on peut entretenir avec le vivant. Voilà, donc tout un tas d'activités traversent la Fabulerie, des activités autour de l'éducation à l'environnement et au numérique, des activités de formation des professionnels qui sont au contact des jeunes générations et qui les accompagnent aussi au quotidien. Évidemment, au sein du Tiers-Lieu Marseille, toute une programmation culturelle et centrée sur les questions aussi d'innovation sociale. Et tout un tas de choses voilà, à découvrir sur notre site aussi, lafabulerie.com, qui réouvrira le 10 mars. Vous dire également qu'en ce moment, il y a une petite exposition à la Fabulerie qui s'appelle Dans les pas d'eux et qui vous propose de découvrir Marseille de l'intérieur à travers différents portraits de personnes, des personnes nouvellement arrivées sur le territoire ou pour certains déficients visuels ou pour certains là depuis très longtemps et qui avaient envie de partager aussi leur vision de Marseille. Belle soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce numéro, on a cherché à interroger le numérique d'intérêt général et le numérique plus largement au prisme des questions d'innovation, ce qui nous amène un peu à questionner les frontières de ce numérique d'intérêt général, en particulier que l'on pense à l'impact de l'extraction, par exemple, des matériaux nécessaires à la fabrication de tous ces équipements numériques, des démarches qui impactent les personnes migrantes. Mais aussi au déploiement peut-être d'un numérique plus appelant. Aborder le numérique d'une manière large par la question des migrations, c'est naviguer dans un numérique qui peut être parfois un poison, qui peut empoisonner des vies, des relations sociales, mais aussi parfois qui peut guérir, être un remède. Et c'est vraiment cette double facette de poison et de remède que revêt le numérique. Alors, ça aurait été de toute manière impossible, donc on n'a pas cherché l'exhaustivité dans ce numéro. On a cherché à composer avec nos sensibilités, les points de vue aussi des personnes qu'on a pu interroger. On a cherché à composer un portrait de notre société qui est évidemment façonné par à la fois le numérique, mais aussi par l'immigration. Je sais pas tout à l'heure avec Daniel qui a signé l'avant-propos de cette revue et on reviendra un peu sur voilà ce que tu dis ici. Mais pour ouvrir ces dossiers, on a fait un petit pas de côté ou un grand pas de côté avec cette photo qui est le travail de la photographe Nathalie Barlou qui documente les vies des personnes réfugiées depuis longtemps et au-delà des frontières françaises. Et cette photo, moi je la trouve très poétique et ça me semblait intéressant de commencer là-dessus parce qu'elle nous force
à faire un pas de côté par rapport aux représentations qu'on a souvent des personnes migrantes en France. Et on s'est dit que pour commencer un numéro sur les questions des migrations dans le contexte actuel, ça pouvait être pas mal de commencer par faire ce pas de côté pour ensuite aller un petit peu plus en profondeur dans 3 thématiques. On a vraiment structuré ce dossier autour de 3 thématiques. La première, c'est la question de la surveillance, en particulier la surveillance des frontières. On l'a appelé sobrement surveiller. La deuxième, on n'a pas appelé punir, on l'a appelé dématérialiser, et parfois c'est pas très loin. Et la troisième, on l'a appelé accueillir, qui donne aussi à voir une autre facette des sujets qui nous intéressent. Avant de plonger dans les thématiques, et vous le verrez en feuilletant le numéro, on a souhaité déjà rappeler, les mots ont un sens, surtout quand on parle de migration. Donc on a souhaité commencer par un glossaire et rappeler un peu des définitions, alors qui sont loin d'être parfaites, mais de rappeler un peu ce qu'il y avait derrière certains termes qu'on utilisait dans le numéro et qu'on utilisait plus largement quand on parlait de migration. On a aussi voulu contextualiser un petit peu avec un compte-rendu par la journaliste Claire Richard d'une superbe revue qui s'appelle On Immigration, voilà, qui a consacré en 2022 un numéro justement à la question des usages connectés des personnes en situation de migration. C'est une très bonne porte d'entrée dans cette thématique très large. Et donc Claire, vous avez le plaisir d'écrire un compte-rendu de ce numéro, du numéro Satipolu, et surtout, on voulait vraiment, pour commencer le dossier, donner la parole à des personnes concernées. Et donc, la journaliste Christelle Gilabert a interrogé 3 personnes. Elle a rencontré Gloria Menanyame Makise, Nanyanke et Rania Youssef. Leur vision du numérique, leur engagement disent beaucoup des enjeux qu'on développe dans le dossier. Ils montrent une vision très intime de ces sujets très politiques. Et on dit souvent que l'intime est politique, et l'inverse est énormément vrai aussi. Et c'est ce qu'on a essayé de creuser avec ces portraits, mais aussi avec le reste des contributions du numéro, les témoignages. Et donc la première thématique, c'est vraiment, on s'est attaché à aborder la question, à essayer de décrypter la question de la surveillance des frontières en Europe. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la surveillance d'autres frontières dans le monde. Clément Mabi, qui est chercheur, a d'abord essayer de recontextuer un petit peu les choses. C'est quand même des sujets éminemment complexes, avec un déploiement de technologies notamment de plus en plus imposant. Et justement, il a essayé de s'interroger et de nous accompagner dans la réflexion sur la question du respect des droits humains dans ce contexte de surveillance des frontières. Et il propose aussi quelques références en fin d'article pour creuser un petit peu cette thématique. Et ensuite, on suit la designer Zoé Gerter et Giovanna Redey, qu'elle a interviewée dans une exposition qui s'est tenue au 104 à Paris, une exposition du collectif Liminal, qui s'appelait en anglais From Sea to Sky, qui visait à exposer des méthodes de surveillance, qui est intéressant, si on peut dire comme ça, c'est que plus elle se massifie, plus l'utilisation des technologies se cache, tente de se cacher. Et cette exposition visait justement, en rassemblant un collectif pluridisciplinaire, à rendre visibles ces mécanismes et puis les impacts, les effets qu'ils ont sur les personnes qui se trouvent aux frontières. Voilà, donc 2 articles sur cette question des surveillances. Ensuite, on a un gros morceau du dossier, un gros morceau aussi en France sur la question de la gestion des migrations. Et je regarde Daniel parce que le défenseur des droits a récemment aussi travaillé là-dessus, on y reviendra. C'est la partie sur la question de la dématérialisation. Ça ne fait pas les gros titres des journaux, des médias quand on parle de migration. Pourtant, c'est un impact considérable sur la vie des personnes migrantes, la vie des personnes étrangères, sur celles et ceux qui les accompagnent, et notamment sur les conseillers et des conseillères numériques aussi, mais pas que. Ça inquiète aussi beaucoup, y compris jusqu'à la défenseur des droits. Alors, on a d'abord, avec Yael Benayoun, on a d'abord cherché à mieux comprendre ce qui se jouait autour de l'ANEF, l'administration numérique des étrangers en France, qui est un téléservice qui va maintenant avoir 10 ans et qui vise à être le portail unique des personnes étrangères en France.
C'est un outil qui est notoirement connu pour ses dysfonctionnements, mais au vu de l'ampleur des dysfonctionnements, on peut s'interroger sur la pertinence de ce terme et si on n'est pas là sur des problématiques beaucoup plus systémiques et structurelles qui se jouent. Et c'est peut-être un contre-exemple assez manifeste de mauvaise dématérialisation, c'est-à-dire une dématérialisation qui ne prend pas forcément en compte les besoins, les pratiques des personnes concernées. Et dans le numéro, on reviendra sur un exemple qui est peut-être plus vertueux, et c'est assez intéressant de comparer aussi deux formes de numérisation de l'action publique par rapport aux personnes migrantes dans un sens large. Après cette enquête sur la nef, Claire Richard a interrogé une sociologue qui s'appelle Sophia Saya, travaille plus spécifiquement sur la question de l'accès au droit à la retraite des personnes étrangères, qui fait encore moins les gros titres et dont on parle encore moins, mais qui est aussi très symptomatique des dysfonctionnements qui se posent aujourd'hui, notamment du fait de la dématérialisation. On est sur des publics âgés, parfois qui maîtrisent pas très bien la langue française. Et donc là, la dématérialisation des démarches d'accès au droit à la retraite a des conséquences assez dramatiques pour de nombreuses personnes. Et c'est de cela dont Sophia Saya nous parle. Et puis ensuite, comme on parle beaucoup d'associations, quand on parle de l'accueil des personnes migrantes, on a cherché à regarder ce que faisaient les associations, justement. Et on se rend compte que s'agissant des problématiques liées aux migrations, elles font beaucoup de choses. Elles accompagnent les gens dans les démarches, et on en reparlera avec Sarah. Elles pallient aux conséquences des ruptures de droit qui sont engendrées parfois par les dysfonctionnements de l'administration. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se retrouvent quasiment du jour au lendemain sans titre de séjour, c'est-à-dire qu'ils perdent leur emploi, vont perdre leur logement, qui vont ne plus avoir accès aux aides sociales, aux minima sociaux, donc qui se retrouvent littéralement du jour au lendemain avec rien. Et ce sont des personnes, derrière il y a aussi parfois des familles, des enfants. Et là, la société civile, ainsi que d'autres acteurs comme des collectivités locales, ICPS, etc., vient vraiment en appui de ces personnes-là, ce qui interroge aussi évidemment l'action publique. Les associations font beaucoup de plaidoyer, contribuent aussi à rendre visibles les problématiques dont on parle. Alors, le rapport des cancers des Lorraines, il y a un rapport notamment de la Fédération des acteurs de la solidarité, pour ne citer que celui-ci. Voilà. Et comme on est dans la revue numérique en commun, évidemment, on a regardé un petit peu plus spécifiquement ce que faisaient les acteurs et les actrices de la médiation numérique. Et comme j'ai pu interroger Sarah pour cet article, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur les initiatives et ce que tu peux observer ici dans la région sud ou pas. Merci. Alors oui, les acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique en région sud-PACA sont évidemment très concernés par ce sujet, car la région, et plus particulièrement les Alpes-Maritimes et Marseille, sont des territoires de migration avec une grosse population de migrants. Et les acteurs de la médiation numérique ont trouvé des mécanismes pour pouvoir répondre à cet afflux de demandes, notamment ces derniers temps avec la dématérialisation de la nef, où les conseillers numériques ont été parfois en première ligne pour pallier à cette dématérialisation avec des personnes qui ne parlaient pas la langue, qui se retrouvaient complètement perdues, et des conseillers numériques aussi perdus parce que aujourd'hui on n'est pas les conseillers numériques ne sont pas formés ou accompagnés sur ce type de démarche. Et donc des mécanismes se sont mis en place comme des rencontres avec des juristes, de l'auto-formation, de transfert de formation, de l'orientation vers des conseillers numériques aussi qui parfois parlaient la langue des personnes migrantes, mais aussi dans d'autres territoires, des formations et des accompagnements qui sont uniquement ciblés pour ces personnes. Je pense notamment dans les Hautes-Alpes où de nombreux médiateurs numériques ont mis en place des actions pour répondre aux besoins. Merci Sarah, et c'est intéressant de voir aussi, par exemple la GAP, on a pu échanger avec Florence Régnier qui a mis en place avec d'autres partenaires de la ville une action dédiée à des femmes, plus spécifiquement, qui peuvent venir avec leurs enfants en bas âge, ce qui est aussi hyper important pour pouvoir accompagner ces personnes dans la durée et dans la sérénité aussi, en quelque sorte.
Ça nous permet de faire la transition vers peut-être la partie plus positive de ce dossier, parce qu'il y en a une malgré tout. Et c'est la partie qu'on a regroupée sous le verbe de accueillir. Le numérique peut être accueillant, nos outils numériques peuvent l'être. Et puis ce qui se tisse autour, ce qui se joue autour, peut aussi montrer comment les gens vont coopérer, vont faire preuve de solidarité, etc. On a donné la parole dans cette section à une association qui s'appelle FableLab et qui est spécialiste de médiation linguistique. Et c'est comme ça qu'ils sont venus aux questions du numérique. Et FableLab nous a ravisés à réfléchir au choix des outils numériques pour accompagner les personnes allophones, au rang desquelles on va retrouver beaucoup de personnes migrantes. Et alors, nous ne parlons pas du tout d'outils de traduction instantanée, par exemple. En revanche, nous allons nous parler d'ergonomie, d'intelligibilité des interfaces, des outils du langage, de plurilinguisme, de détournement, de papier, aussi, de type papier, et d'éthique des outils technologiques à choisir. Par exemple, les communs numériques ou l'open source, qui permet de réfléchir aussi aux manières d'utiliser le numérique dans nos médiations. Il lui pose des questions qui dépassent évidemment le cadre de ces seules médiations. Et ensuite, on a interviewé, c'est le pendant de l'article sur l'ANES, si vous voulez, Margot Gillette et Alice Minier qui travaillent pour la plateforme réfugiés.info, qui est un outil qui a été développé pour permettre aux personnes, c'est un outil multilingue qui a été développé pour informer les personnes réfugiés, mais ça peut aussi être utilisé plus largement sur sur les services publics existants, leurs droits, les démarches qu'elles pouvaient effectuer en France. C'est hyper intéressant en tant qu'outil parce que c'est vraiment pensé comme un service public d'information de manière véritablement inclusive et collaborative, mais la démarche aussi, au-delà de l'accès à l'interface technique, justement, est très inspirée de l'open source, de la collaboration en ligne. Il y a eu beaucoup de contributions, notamment sur la partie traduction de l'outil. Et ça montre justement que quand on veut, parfois, on peut notamment construire des services publics numériques inclusifs et contributifs. Et ça, c'est pas complètement inutile de se rappeler de temps en temps. On part ensuite avec Yael Benayoun dans un tour de France des initiatives associatives liées à l'accueil des personnes migrantes par le numérique et souvent pas que par ça. Yael a rencontré l'association Reconnect qui déploie un cloud solidaire et qui sont présents dans différents territoires, je pense qu'ils sont aussi ici. Elle a rencontré une petite association, ils m'en voudront pas de dire ça, mais par rapport à Reconnect, ils sont plus localisés, plus petits, dans les Pyrénées-Orientales, qui va accueillir les personnes migrantes en leur fournissant un logement, un vélo pour se déplacer et aussi un ordinateur pour les démarches. Et à partir de ça, on va les accompagner. Et en Île-de-France, elle a rencontré l'association ASSC qui, parmi ses nombreuses activités, propose des formations au numérique en s'appuyant sur les langues d'origine des personnes accompagnées. Et ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'en s'appuyant sur les langues d'origine, on s'appuie aussi évidemment on peut prendre la personne dans sa globalité, on peut échanger sur les références culturelles qu'elle a. La préfecture, c'est très franco-français. Quand on vient du Pakistan, on peut, déjà le terme n'existe pas forcément, mais par ailleurs, l'équivalent n'existe pas forcément. Mais il faut faire des périphrases, il faut connaître aussi les cultures d'origine des personnes. Et ça fait partie du travail que fait notamment l'association AFIC. Et ensuite, alors, il y a un sujet où, selon comment on le présente, on va pas comprendre pourquoi elle est là, mais il y a une raison. On va parler de la question des désinformations sur les migrations. Donc à la base, on n'est pas trop dans la section accueillir si on s'en tient à ça. Mais ce que Clément Mabi montre dans cet article-là, c'est comment la société civile s'organise pour contrer ces discours. Et au-delà des discours, des campagnes de désinformation manifestes autour des questions migratoires, comment elle s'organise, notamment en se réappropriant les récits et les mécanismes de diffusion des récits. Et il y a plusieurs initiatives qui sont mentionnées, qui sont faites des pure players comme Getty News, qui associe des journalistes migrants, réfugiés et aussi des journalistes français et françaises.
ou Commune, qui est un média aussi qui s'est lancé assez récemment et qui est très actif, notamment sur les réseaux sociaux. Cet article est intéressant parce qu'il nous invite, comme beaucoup d'autres, à raisonner au-delà de la seule thématique qu'il aborde. Ici, le sujet, la controverse dont parle Clément, c'est évidemment celle des conditions de débat démocratique en ligne aujourd'hui. Ça, c'est un sujet qui les concerne tous évidemment. Et enfin, presque enfin, avec le Prix Saint-Magro, on va visiter 2 autres expositions. Donc, on aura parlé de 3 expositions dans la revue NEC qui devient peut-être une revue culturelle. 2 expositions récentes, dont une qui a toujours un cours à Paris qui s'appelle Migration, une odyssée humaine. Elle est visible au Musée de l'Homme. Ce qui est intéressant dans ces expositions, c'est la place des technologies de communication dans la vie des personnes migrantes. Et à travers des témoignages, à travers des œuvres aussi, ces expositions rendent compte de la place de ces outils qui d'ailleurs n'ont pas attendu ni Internet ni les réseaux sociaux pour se déployer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces cassettes audio où on se partageait par exemple d'une rive à l'autre de la Méditerranée ou sur d'autres territoires pour se donner des nouvelles dans des familles au sein de diaspora. Donc c'est de ça notamment dont parle cet article de Sébastien. Et enfin, une revue NEC ne serait pas une revue NEC sans un poster. Alors ça c'est hors-du dessus, on en reparlera après. On a aussi dans cette revue un outil qui se veut être un petit... qui se veut être un outil un peu pédagogique pour résumer voilà, les grands enjeux qui sont traités dans le dossier qui a été élaboré par Zoé Aguerkap et contributrice de la Rogne. Merci. Voilà pour le dossier autour des questions migratoires. Il y a évidemment, et comme on peut le voir, d'autres sujets, on va en reparler tout à l'heure un petit peu avec Sarah, qui sont abordés dans ce numéro. François Huguet a fait un petit état des lieux du déploiement de France Numérique ensemble pour regarder ce qui se mettait en place dans les différents territoires en termes de gouvernance, en termes de financement, de relations partenariales, ou parfois inspiré aussi des modes opératoires du numérique comme tu parles de coopération peut-être distribuée, et c'est assez intéressant aussi de regarder comme ça. Claire Richard a beaucoup lu pour préparer cette revue parce qu'elle a aussi lu le livre du philosophe italien Marcello Vitali Rosati qui s'appelle Éloge du bug et qui nous invite à questionner le fonctionnalisme, si on peut le dire comme ça, le fait que le numérique nous fait entrer dans un registre où tout doit fonctionner tout le temps et on ne doit pas se poser la question de pourquoi ça marche ou ça marche pas. Le bug, il est ce petit grain de sable dans cette machine-là qui permet aussi de parfois prendre le temps de la réflexion et ouvrir un espace un peu plus critique aussi pour analyser les outils numériques et nos environnements socio-techniques largement. Et enfin, Christelle Gélabert est allée au festival La Tenaille, qui est un festival queer et féministe des savoir-faire techniques qui se tient depuis 2022 annuellement à Montpellier, en non-mixité, voilà, et en non-mixité choisie, je précise. Ce qui est intéressant, alors c'est hyper intéressant de lire évidemment l'article de Christelle sur tout ce qui se met en place durant le festival, les choix aussi organisationnels qui s'opèrent par le collectif. C'est un festival qui fait des petits, et notamment à Marseille, puisque je ne sais pas si ça parle, en l'occurrence, tu as entendu parler de la Chignole. Et c'est le même type de festival qui aura lieu, pour info, en mai prochain, autour de Marseille. Donc c'est vraiment un festival féministe dédié au savoir technique, où j'ai appris ce qu'était une chignole aussi, à l'occasion de cet article. Et tu sais ce que c'est? Une perceuse sardibrequin. Ouais, de manière très bien, comme si tout le monde savait ce que c'est. Voilà. Voilà pour ce 5e numéro de la revue NEC. Donc vous voyez qu'au-delà du dossier, il y a aussi beaucoup d'autres éclairages.
Peut-être remercier les contributeurs et les contributrices, alors les piliers qui contribuent régulièrement à la revue, j'ai cité Christelle, Yael, Clément, Claire, Zoé, François, mais aussi celles et ceux qu'on a invités sur ce numéro, l'association de l'âme, Nathalie Barry, Sébastien Magro, celles et ceux qui ont donné de leur temps pour répondre à nos questions, pour éclairer les enjeux qu'on voulait aborder. Yael et François Huguet coordonnent la revue NEC, mais tout ça on hésite, et c'est pas une mince affaire. Thomas Macaluso et l'équipe du programme Société numérique à la NCT qui apportent leur regard précieux et leur soutien à cette revue, et 2 personnes sans qui ce travail serait indigeste ou illisible, à savoir Benoît Cotier qui nous assiste sur la coordination éditoriale et Léa Amable qui rend l'objet que vous avez entre vos mains agréable à lire. Et beau. Et ça, c'est quand même important. Voilà pour la présentation de cette revue. On va peut-être passer aux questions. Et on en a des questions pour toi, Daniel. François a présenté très brièvement. Est-ce que tu pourrais peut-être te représenter ou redire ce qu'il y a derrière ce titre un petit peu long, et aussi nous en dire plus sur le rôle du défenseur des droits, de la défenseur des droits actuellement, mais aussi sur comment on peut saisir cette institution quand on considère que nos droits sont pas respectés, tout simplement. Moi, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour ce lancement, pas seulement parce qu'on est ici à Marseille et c'est toujours un plaisir, qu'on est à quelques centaines de mètres de l'ancien Studio Rex qui était présenté en image tout à l'heure, qui était à Belzins et qui était dans des expos différentes, et puis même à Arles l'année dernière. Donc, ils avaient vraiment partie de cette histoire des technologies, de la communication dans le monde de migration, et qui était intéressant à mettre en avant. Non, je suis heureux de participer au lancement de cette revue parce que, bon, chez le Défenseur des droits, on est amis de NEC, on est engagé sur les questions d'accès aux droits liés au numérique, et on est préoccupé de l'enjeu des droits et de l'accès aux droits des personnes migrantes, comme le dit bien le numéro de façon globale. Le Défenseur des droits, qu'est-ce que c'est ? C'est une autorité administrative indépendante, donc une administration publique, mais indépendante du gouvernement, du Parlement et de l'autorité judiciaire, dont la mission est de veiller au respect des droits des personnes dans une série de domaines. Et le domaine qui consacre, qui est celui où nous recevons le plus grand nombre, ce sont les droits des personnes dans leur relation avec les services publics. Les services publics, ce sont votre mairie, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, la retraite, on en a parlé aussi tout à l'heure. Ce sont les services publics régaliens qui délivrent des titres, titres d'identité, passeport, permis de conduire, mais aussi documents liés au séjour. Documents liés au séjour de toute nature, que ce soit pour les bénéficiaires de protection, pour les personnes qui bénéficient de cartes de résident de longue durée ou de titres de séjour de plus courte durée. Nous, initialement, ce service public-là, c'en est un parmi d'autres, qui a certes une importance vitale pour les personnes concernées par ce service-là, qui non seulement ont besoin d'effectuer ces démarches, mais qui sont tenus d'effectuer ces démarches pour être en situation régulière. Mais il se trouve que c'est devenu, année après année, depuis 2019, 2020, 2021, jusqu'à maintenant 2025, le premier motif pour lequel les personnes saisissent le défenseur des droits parce qu'ils considèrent que leurs droits n'ont pas été respectés. Plus de 30, bientôt plus de 40% des réclamations adressées aux défenseurs des droits, c'est 140 000 réclamations par an, sont liées au dysfonctionnement des services chargés de remettre les titres de séjour et de séjour en France. Comment saisir le défenseur des droits ? Je reviendrai après sur le détail de ces difficultés sur le séjour. Le défenseur des droits, ce sont bien sûr des juristes qui sont à Paris au siège, qui sont chargés de traiter votre réclamation, mais ce sont aussi et presque surtout en termes de quantité des délégués, des bénévoles, des personnes qui vous accueillent en présentiel, ce qui n'est pas sans importance sur le sujet dont on est en train de parler et dans l'époque dans laquelle on est, qui vous accueillent dans leur lieu de permanence. En plus de 1000 lieux de permanence sur l'ensemble du territoire. À Marseille, par exemple, il y a 12 délégués qui vous accueillent dans 12 lieux de permanence sur l'ensemble
des arrondissements avec des permanences excinérantes, des permanences dans les lieux de détention également. On est au Beaumet, on est à l'EPM, on est dans l'ensemble des lieux de détention et on offre cet accès au droit pour des personnes qui non pas ont besoin qu'on les aide pour les démarches, ça c'est la question de l'inclusion numérique, ça c'est la question de l'aide aux démarches qu'on peut avoir par exemple dans les France Services, on en reparlera peut-être, puisque ça ne concerne pas la de ces gens, mais lorsque vous avez un litige, lorsque vous êtes dans une situation de blocage, lorsque vous avez introduit une demande et que vous n'avez pas de réponse ou que la réponse ne vous convient pas, eh bien le délégué du défenseur des droits peut tenter par la médiation, alors en un autre sens que la médiation numérique, au sens de la tentative de règlement amiable du litige avec un tiers indépendant qu'est le délégué, peut tenter de dénouer le litige que vous venez de lui présenter. Et effectivement, 40% des litiges aujourd'hui que nous recevons concernent les difficultés à obtenir et le plus souvent à renouveler les titres de séjour. Justement, on va poursuivre sur ce sujet-là, parce que dans ton avant-propos, tu écris, alors je le reprends sous les yeux pour rendre honneur à ce que tu écris. Par ses propres défaillances devenues systémiques, l'administration en vient à créer les situations irrégulières qu'elle dénonce. C'est une petite phrase comme ça, en plein milieu de la faux, et qui a quand même plus lourde de sens, et qui est, j'imagine, documentée par travaux notamment connus par l'institution depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux décrypter un peu ce que tu as mobilisé, là, nous en dire plus? Oui, bien sûr. Au-delà du nombre de réclamations que nous recevons, il y a la nature des difficultés que rencontrent les personnes qui nous saisissent et qu'on a documenté à plusieurs reprises. Il y a eu un rapport en 2016 sur les droits fondamentaux des personnes étrangères. Il y a des rapports annuels où régulièrement on fait l'état des lieux sur ces difficultés-là, notamment celui de 2022 qui a un volet important consacré à ce sujet. Et puis il y a le rapport que nous avons sorti à la fin de l'année 2024 qui porte précisément sur cette plateforme, l'ANEF, l'administration numérique pour les étrangers en France, et qui aujourd'hui nous occupe beaucoup. Nous occupe beaucoup parce que c'était une très belle promesse à certains égards, l'ANEF, quand on avait d'autres difficultés sur les modules de rendez-vous en préfecture, sur les files d'attente, sur les délais de traitement. Pendant de nombreuses années, les acteurs du ministère de l'Intérieur, que ce soit en préfecture ou au niveau de la Direction générale des étrangers en France, nous disaient « Oui, c'est vrai qu'il y a ces difficultés, mais il y aura l'ANEF. Et au moment de l'ANEF, tout ça va se résoudre. » Et j'y ai cru parce que j'avais envie et besoin d'y croire. Je veux dire, nous allons enfin avoir une meilleure dématérialisation des démarches, quelque chose de pensé dans son ensemble qui permette de prendre en charge l'ensemble des difficultés, enfin l'ensemble des demandes plutôt d'ailleurs, et d'apporter des solutions plus efficaces que ce qu'il y avait auparavant. Je pense par exemple à l'innovation de l'ANEF qui s'appelle l'attestation de prolongation d'instruction ou l'attestation de décision favorable à la fin de l'instruction, qui sont plus simples à éditer que les récépissés et qui permettent, en principe, d'éviter les ruptures de droit et d'avoir une meilleure continuité des droits de la personne. Ça, c'est sur le papier, c'est pas le papier, mais ça, c'était sur la promesse sur l'écran. Il faut reconnaître, au regard des litiges dont on est saisi en très grande quantité, que l'outil n'est pas au rendez-vous de sa promesse. L'outil n'est pas au rendez-vous de sa promesse parce que nous sommes saisis dans de très nombreux cas, plusieurs dizaines de milliers par an, c'est de ça qu'il s'agit, de personnes qui, du fait de l'impossibilité de récupérer ces attestations provisoires, de récupérer le titre au moment où le titre précédent a échu, eh bien, alors même qu'ils sont en situation régulière et qu'ils seront, en leur grande majorité, renouvelés dans leur situation régulière, qui bénéficieront du renouvellement du titre, ils sont au moins pendant une certaine durée dans une situation irrégulière qui n'est pas due à un manquement de diligence de leur part, qui n'est pas due à une irrégularité dans ce qu'ils ont accompli, mais qui est due à des dysfonctionnements qui sont au-delà du bug individuel ou de la difficulté personnelle avec le numérique, parce que l'ANEF, il y a ceux qui ont des difficultés parce qu'ils ont du mal avec le numérique, il y a la question de l'accès dont on pourra reparler, mais il y a des personnes qui ont tout à fait les ressources elles-mêmes ou dans leur entourage pour effectuer les démarches et qui, pour des raisons de configuration d'outils, pour des raisons de défaut dans l'anticipation de l'ensemble des situations, pour des raisons de délai de traitement, eh bien, en dépit de leur diligence, ces personnes se retrouvent dans une situation irrégulière. Ce sont ces situations que nous avons voulu pointer, aussi pour dire la chose suivante, qui est que, quelle que soit finalement
les politiques migratoires et l'endroit où est mis le curseur sur la régularisation, par exemple, qui est un débat actuel, vif et qui a son ordre propre, sa logique propre. Mais quelle que soit la politique migratoire, il y a un enjeu de principe et un enjeu technique de la qualité et du fonctionnement normal d'un service public pour que les personnes qui sont tenues, encore une fois, je le redis, d'effectuer ces démarches, puissent les effectuer et éviter ces ruptures de droit qui, comme tu disais tout à l'heure, peuvent entraîner non seulement la rupture de droit au séjour, mais la rupture des droits sociaux, des droits à accéder à un emploi, et donc le risque de perdre son emploi lorsqu'on a un emploi, puis le risque de perdre son logement. Et donc, lorsque ce sont des défaillances de l'administration et de l'outil numérique de l'administration qui aboutissent à ces conséquences-là, il est de notre responsabilité de mettre en lumière et d'adresser à l'exécutif des recommandations pour faire cesser ces situations qui coûtent cher aux usagers qui en sont victimes. Oui, absolument. Et si on prend un petit peu de recul historique, donc parler du rapport de 2016 sur l'action des droits fondamentaux des personnes étrangères, donc l'institution n'a pas attendu l'ANEF pour s'intéresser à ces questions-là, pour faire aussi des recommandations et les faire entendre sa voix sur ces sujets-là. Entre 2016 et aujourd'hui, où, tu le rappelais, la question du droit des personnes étrangères, c'est un principal et de moins un type de saisie. Il y a eu toute cette massification aussi de la libéralisation de l'action publique. Est-ce que vous voyez une corrélation entre ces deux sujets ou forcément, comment vous l'analysez? Je n'irai pas jusqu'à dire il y a la bonne démat et il y a la mauvaise démat comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais on voit que selon la façon dont elle est conduite et dont elle est accompagnée, la dématérialisation d'une démarche ne produit pas les mêmes effets, à minima pas les mêmes effets de litige que nous pouvons recevoir. Moi, je prends un exemple de comparaison que je trouve éclairant. En 2016-17, il y a ce qu'on appelle le plan préfecture nouvelle génération, avec la fermeture des guichets préfectoraux pour d'autres titres que ceux dont on parle, c'est-à-dire pour ce qui va être permis de conduire et carte grise. Et à l'époque, le défenseur des droits, je n'y étais pas, mais à l'époque, le défenseur des droits se retrouve avec un grand nombre de saisines adressées par des réclamants qui ne parlaient pas à renouveler leur permis de conduire, à échanger leur permis de conduire, à renouveler leur carte grise, du fait d'une dématérialisation brutale et sans accompagnement. C'est ce qui donne lieu au premier rapport du défenseur des droits sur le sujet en 2019. À la suite de ce rapport et puis d'autres manifestations de mécontentement sur ces difficultés-là, les pouvoirs publics ont réagi. Ils ont réagi notamment avec France Service, qui, entre autres, offre aux usagers un accompagnement à un grand nombre de démarches, dont les démarches dont je parlais, permis de conduire, et les démarches de la LTS sur les titres à conduire. Et donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la dégradation d'accès à un service à un instant T ne se rattrape pas par une action publique à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, on n'en est pas là sur le droit des étrangers et sur les titres de séjour. Aujourd'hui, on en est à l'étape où les difficultés d'accès à la l'ANEF, les difficultés intrinsèques au fonctionnement de la l'ANEF qu'on a évoquées, les difficultés d'accès aux dispositifs d'accompagnement que sont le centre de contact citoyen en ligne, au téléphone, que sont aux dispositifs de substitution, que sont les points d'accueil, dispositifs d'accompagnement, que sont aussi le point d'accueil numérique dans les préfectures, et l'accès aux solutions de substitution, c'est-à-dire à la possibilité de déposer un dossier papier que le Conseil d'État, lorsque le décret généralisant la l'ANEF a été attaqué, que le Conseil d'État a rendu obligatoire cette possibilité, cet accès à une solution de substitution, à la suite d'observations du défenseur des droits allant en ce sens. Bien, l'ensemble de ces difficultés-là, le fait que l'effectivité de ce droit-là n'est pas aujourd'hui garantie, fait que ces difficultés persistent. Et donc, moi, ce que nous continuons à dire au pouvoir public, c'est nous avons dépassé, vous avez dépassé l'impasse dans laquelle on était dans l'état de dématérialisation des permis de conduire. Rien ne doit empêcher qu'il en soit de même sur l'accès au titre de séjour. C'est pour ça que l'une des recommandations dans ce rapport sur la l'ANEF, c'est de dire que il faudrait que les personnes qui doivent effectuer ces démarches pour le séjour bénéficient de l'accompagnement de France Service ou d'un accompagnement équivalent. France Service,
les promoteurs de ce programme, ceux qui portent le programme, ceux qui le voient, disent, et c'est quelque chose qu'on confirme dans bien des lieux sur le terrain, pas forcément partout, mais dans beaucoup de lieux, disent, ça apporte quelque chose, ça complète utilement la dématérialisation, ça apporte un contact humain pour l'aide aux démarches. Eh bien, si on y croit, mais moi j'y crois plutôt, faisons-en bénéficier aussi les personnes qui aujourd'hui rencontrent les difficultés les plus graves avec leurs démarches administratives, qui sont en plus celles dont les conséquences sont les plus lourdes, le droit au séjour, et donc assurons un accompagnement équivalent pour ces démarches-là, équivalent à celui qui est offert dans les France Services aujourd'hui. Oui, ça rejoint l'observation que disait Sarah ici sur le manque de formation, par exemple des conseillers d'équité numérique, ou plus largement des accompagnants de la navigation numérique. Ce qu'on peut dire, peut-être pour résumer ce point-là, c'est que les recommandations, toutes sont écoutées avec plus ou moins d'attention peut-être. Ce que tu soulignes, ça pose, et c'est un peu ce qui est sous-jacent, il me semble, et pourquoi ce numéro sur numérique immigration était aussi important, c'est la question d'administration des marges et en quoi il est important en tant que société, que collectif, de se préoccuper de ce qui se joue aux marges de la société. En l'occurrence, ici, sont les personnes migrantes qui sont beaucoup plus que des marges, mais politiquement, bien qu'elles sont complétées comme telles, parce que ça interroge les principes du fonctionnement démocratique de manière assez pure et simple, on peut dire. De la même manière, dans les rapports du défenseur des droits, et même depuis 2007, et quelque chose qui ressort, c'est quelque chose que vous dites beaucoup sur l'importance qu'on doit accorder aux situations marginales, plus qu'au traitement moyen. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus là-dessus, et puis on parlera ensuite de France Numérique ensemble pour faire plaisir à Faisal et à François. Oui, cette notion de marge, elle n'est pas forcément à prendre en un sens social du terme de marginalité ou la notion de marginalité. Elle est presque à prendre en un sens statistique. Pourquoi est-ce que nous portons ce message-là? Parce que, par construction, une institution comme le Défenseur des droits est saisie de situations marginales. De fait, statistiquement, pour ce qui est de l'accès aux prestations sociales, pour ce qui est de la délivrance de titres, statistiquement, une majorité de processus produits par les services publics fonctionnent, aboutissent, et j'allais envie de dire, encore heureux, mais oui, c'est le cas. Et le risque existe que des institutions qui opèrent des process qui concernent des très grands nombres, des nombres très massifs de personnes, se disent, bon, j'ai 97% de démarches qui aboutissent, j'ai un temps de réponse moyen de 48 heures, ma foi, et nous faisons super bien notre travail. Ce que je comprends comme logique interne. Néanmoins, le risque qu'il y a à négliger les situations qui ne rentrent pas dans ces éléments satisfaisants et de masse, c'est d'une part que ça finisse par concerner pas mal de monde, parce que 3% de démarches qui concernent X millions de personnes, ça commence à faire quand même pas mal de monde qui est concerné, et ensuite parce que, pour deux raisons supplémentaires, d'une part qui est que la différence entre le service public et un service relevant du privé, c'est qu'il y a une obligation d'égalité de traitement qui est de plus en plus forte et qui est fondamentale et qui suppose que l'ensemble des personnes concernées par un dispositif puissent en bénéficier véritablement. Et ensuite, autre élément, c'est que c'est un indicateur, c'est toujours un révélateur de quelque chose qui ne fonctionne pas ou pas suffisamment dans la conception même de MTI. Et pour moi, ce que j'appelle l'attention à la marge va de pair avec ce qui est évoqué dans le dossier, je trouve, de façon très éclairante, qui est l'attention au design, qui n'est pas un objet spontané pour le défenseur des droits, le design, et pourtant qui est une condition de l'effectivité de l'accès aux droits, que ce soit design au sens numérique du terme, au sens des objets du terme, ce qu'on appelle les designs des politiques publiques aujourd'hui, qui est pour moi un objet très intéressant de réflexion, et qu'on ne peut pas laisser de côté si on s'intéresse à la question de l'effectivité des droits et des démarches. Et la question, effectivement, des moyennes que j'évoquais tout à l'heure et que nous évoquions, elle tient effectivement à ceci que si, en tant qu'organisateur d'un service public, je vise des délais moyens extrêmement raccourcis, eh bien, et si je me focalise sur des indicateurs de moyenne, eh bien, une démarche qui ne fonctionne pas, qui va mettre 80 jours au lieu de 48 heures, ou qui va mettre 160 jours, je ne vais pas voir la différence. Alors qu'en fait, pour la personne, ces délais qui sont hors normes, qui sont dans les marges, eh bien, ils ont des conséquences en termes de droits particulièrement importantes. Peut-être que ça vaut parfois le coup de dégrader légèrement ces indicateurs moyens si ça permet
de mettre des forces dans le traitement des situations qui sont hors normes parce qu'elles entraînent parfois des ruptures de droit particulièrement graves et aux conséquences particulièrement lourdes pour les personnes. Ça. Je sais pas si pour. Oui, mais en fait, ça ouvrirait plein d'autres questions et ça renvoie aussi à la question de la mesure d'impact, par exemple, et dans le rôle des structures de la société civile, mais aussi pour la touche publique qui est de plus en plus présente. Comment on mesure, ça veut dire quoi l'impact, comment on le mesure éventuellement, et ça pourrait être un autre sujet très très large, mais on voulait quand même, avant de clore cette présentation, revenir sur un sujet assez important quand même, pour le dire de manière très euphémisée pour les acteurs de la médiation numérique, qui est la question de la mise en œuvre de France Numérique Ensemble. Alors Sarah, tu joues à domicile. François a donné plusieurs exemples de ce qui peut se passer sur différents territoires. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe ici et où vous en êtes ? Oui, merci. France Numérique Ensemble, en région sud de PACA, on a fini la partie, on va dire, la plus facile, puisqu'on a écrit les feuilles de route, on a mobilisé les acteurs, on a pour chaque département des feuilles de route territoriales intéressantes avec des sujets qui sont régionaux. Et maintenant, on est sur la phase de mise en œuvre avec donc la mobilisation du vecteur au niveau départemental, mais au niveau régional, où il y a des initiatives pour essayer d'avoir vu que certaines théologies sont transversales, qu'on fasse un travail en bonne intelligence. Ce qu'on remarque, c'est que l'instabilité un petit peu politique et financière des derniers mois, ce qui a beaucoup déstabilisé les institutions et les acteurs, les membres des gouvernances, a au contraire, plutôt remobiliser les acteurs en se disant que vraiment l'inclusion numérique était un sujet qu'il fallait traiter, sur lequel il fallait se mobiliser, aller voir les élus, aller voir les collectivités et en parler. Et donc c'est ce que j'espère qui va se passer dans les prochains mois. Les premières actions vont se mettre en place puisque la semaine prochaine a lieu à Nice un numérique en commun sur le numérique responsable. On va pouvoir présenter cette feuille de route dont le numérique responsable est un sujet transversal pour les Alpes-Maritimes et des formations qui vont se mettre en place dans les prochains mois. Si peut-être tu peux nous parler un peu des autres thématiques transversales qui existent. Alors il y a un gros sujet régional sur les filières de reconditionnement qui est un sujet qui était dans France Numérique Ensemble, mais avec une mobilisation des acteurs départementaux en se disant que tout seuls ils n'y arriveront pas. Par contre au niveau de la région, c'est une thématique qui va peser et qui est renaissante. On remarque aussi un gros sujet sur la parentalité numérique qui est abordé dans quasi toutes les feuilles de route et sur la cybermalveillance, qui est un sujet qui avait remonté notamment par les conseillers et médiateurs numériques qui accompagnent de plus en plus de personnes qui sont victimes de fraude et donc parler des risques et des pratiques numériques. Et enfin, un gros morceau sur ces réseaux et comment se former, s'auto-former, comprendre les compétences et les qualifications de chacun pour pouvoir mieux accompagner les publics. On parle de migration, mais tous les conseillers numériques ne sont pas forcément au fait de comment accompagner sur la nef. Par contre, la volonté de France Numérique Ensemble sur la plupart des départements, c'est de pouvoir faire réseau, de mieux se comprendre et de pouvoir orienter vers les structures qui sont à même d'accompagner. Voilà. Bon, vous allez du pain sur la planche. Oui. Et peut-être, tu as évoqué la question du reconditionnement. Je crois que ça fait partie des actualités assez fortes que vous portez avec Hub. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est aussi un sujet qu'on voit sur de nombreux territoires. Tout à fait. Depuis cet été, le Hub du Sud bénéficie d'un fonds européen pour mener une étude sur les filières de reconditionnement dans les Bouches-du-Rhône. Cette étude, qui est d'abord centrée sur les Bouches-du-Rhône, a vocation à offrir déjà un livre blanc sur quelles sont les filières de reconditionnement sur les Bouches-du-Rhône, mais aussi une méthodologie et plutôt une compréhension de comment se mettre en place ces filières pour pouvoir peut-être essaimer ou en tout cas
Oui, passer les méthodes sur les autres départements de la région, mais aussi au niveau national, puisque c'est un sujet qu'on évoque avec les autres œuvres. Eh ben, merci Sarah, merci Daniel pour vos éclairages et bonsoir. Dans la 6e revue, on a envie de travailler sur la question de l'IA. C'est aussi en lien avec ce que tu disais, Sarah, puisque là, quand on circule dans les legs locaux, quand on circule sur les territoires, on se rend compte que ces questions d'intelligence artificielle et administration et services publics, c'est des questions qui deviennent de plus en plus importantes. Et on a envie, vous l'avez compris avec la revue, on a envie de proposer toujours un regard critique sur les technologies. Non pas critique pour critiquer, mais plutôt avoir un regard réflexif sur qu'est-ce que c'est que ces technologies, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles nous font faire. On est dans un contexte politique international où cette intelligence artificielle commence à poser beaucoup de problèmes. Du moins, les récits qu'on fait à son propos nous posent beaucoup de questions et peuvent susciter aussi beaucoup d'inquiétudes. Donc, on a envie de travailler dans la revue 6 sur un dossier qui questionne tout ce rapport qu'on peut avoir entre services publics numériques d'intérêt général et IA. Et ces questions de la parentalité dont tu parlais, Sarah, qui sont auteurs des travaux du Hub aussi, sont quelque chose qui me préoccupe. Alors voilà, je pense qu'on va essayer de scinder peut-être un dossier en deux, parler de ces questions de parentalité numérique, parler de numérique d'intérêt général et d'IA, peut-être faire un choix. Voilà, c'est une question qui se pose à l'heure actuelle, mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ce sur quoi on planche et surtout ce qui est discuté au sein des NEC locaux depuis quelques temps. Voilà, le prochain NEC local qui nous attend, c'est celui du NEC Ardèche, qui sera ouvert par notre équipe, par Yael et la Lune. Et ensuite, on se retrouve sur les autres NEC locaux. Et bien entendu, on se retrouve fin octobre à Strasbourg pour le NEC national, où vous pourrez retrouver tous les numéros de la revue NEC qui seront disponibles sur place. On vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle présentation de la revue NEC numérique en commun. Et on remercie la Fabulerie, la NCT, le Hub du Sud, le Défenseur des droits avec Daniel qui était présent ce soir et qui nous ont permis de faire cette diffusion. À bientôt.